Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse. Alors cette analyse portera sur les résultats du quatrième trimestre 2025-2026 de l'entreprise Rémi Cointreau. Donc je suis actionnaire de la société et ceci n'est pas un conseil d'investissement. Donc on va regarder de plus près les résultats et voir donc s'il y a une croissance du chiffre d'affaires en organique comme ils le disent. Voilà, donc sans plus tarder, comme je disais, ceci n'est pas un conseiller d'investissement et les investissements comportent des risques de perte en capital. Et donc les informations présentées dans ce contenu sont uniquement à titre pédagogique et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Donc le chiffre d'affaires au T4 2025-2026, alors pourquoi je mets 2 années consécutives? C'est que Rémi Cointreau publie en année décalée. C'est-à-dire que normalement, une année d'exercice, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Sauf que pour Rémi Cointreau, en fait, son exercice s'arrête donc au 30 avril. Voilà, donc là, c'est pour ça que c'est le quatrième trimestre. Donc pour Rémi Cointreau, ça va être du 1er mai au 30 avril de l'année suivante. Donc le chiffre d'affaires annuel, donc on l'a et donc il est conforme aux objectifs. Donc elle a fait un chiffre d'affaires annuel de plus 0,2% en organique. Et donc les objectifs, c'était entre un chiffre d'affaires compris entre 0% et moins 5%. Donc elle est sur la fourchette haute de son objectif annuel. Et donc il y a une forte accélération au quatrième trimestre, donc plus 8,9% en organique, donc c'est une très bonne reprise. Alors l'effet de base est quand même, l'effet comparable est quand même avantageux puisque ça fait quand même 2 années que Rémi Cointreau euh, fait des baisses de chiffre d'affaires, donc l'effet de base est forcément plus simple. On va voir ça par la suite. Et donc les objectifs de résultats opérationnels courants, donc le ROC, confirmés. Donc c'est-à-dire que ça sera l'objectif ROC de cette année, donc c'est entre moins 10 et moins 15%. Voilà, donc c'est pas très bon. Donc le chiffre d'affaires, il fait plus 0%. Par contre, le résultat opérationnel, il prévoit entre moins 10 et moins 15. Ça veut dire que donc il y aura un recul des marges. Voilà, donc sur le quatrième trimestre, donc il y a 3 divisions. Donc il y en a 2 grosses divisions. Donc c'est la partie cognac, donc c'est 60% du chiffre d'affaires. Donc elle a fait plus 15,5% en organique au T4. Ce qui nous dit c'est qu'il y a une très bonne croissance des ventes dans la région APAC, donc dans l'Asie, Asie-Pacifique, soutenue par la Chine. Donc il y a une base de comparaison favorable, effet calendaire positif et bonne résilience de l'activité lors du Nouvel An chinois. Donc il y a un événement très important pour les distributeurs de spiritueux. Et enfin, ils nous disent qu'il y a une baisse mesurée des ventes en Amérique, traduisant une base de comparaison élevée aux États-Unis et un effet de phasage au Canada. Solide amélioration séquentielle des déplétions, donc des volumes, donc c'est-à-dire des sell-out, donc c'est-à-dire que les distributeurs vendent aux clients finaux, donc nous, aux États-Unis. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et donc la partie liqueur et spiritueux, qui est plutôt de l'ordre de 35% du chiffre d'affaires, qui fait moins 0,1% en organique au T4. Donc ils nous disent très bonne dynamique aux États-Unis et en Chine. Performance plus contrastée pour la région Europe-Moyen-Orient, voilà, dans un environnement de consommation modérée. Et donc voilà, donc les objectifs ROC sont confirmés. Voilà, donc on a une division cognac qui est très bonne. Par contre, la liqueur spiritueux qui pénalise du coup la croissance. Donc ici, j'ai mis le détail. Donc on retrouve bien les 2 grosses divisions, donc cognac et liqueur et spiritueux. Et ensuite, il y a la troisième sous-division, donc marque partenaire, qui compte pour 2% du chiffre d'affaires. Et donc après, on a le total. Donc ils ont mis à la fois en organique et en publié. Donc Rémi Cointreau, vu qu'elle facture énormément donc en dollars et puis aussi dans le yuan chinois, et que ces valeurs, enfin ces devises se sont dépréciées par rapport à l'euro, et puis quand elle convertit donc ces monnaies locales en euros, bah du coup ça fait moins d'euros. Et donc elle a un effet change très défavorable voilà, elle est un peu pénalisée par l'effet de change. Donc, si on prend le cognac, donc, comme je disais, il représente 61% du CA de l'année. Donc, elle progresse de 15,5 en organique. Donc, ici, on a un petit peu plus en détail quelle marque. Donc, il y a une forte progression dans la région APAC, soutenue par la Chine. Et donc, comme ils nous disent, donc, effet de base comparable très favorable, calendaire aussi, et puis bonne résistance de l'activité lors du Nouvel An chinois. Et l'Asie continue d'afficher des conditions de marché difficiles dans un contexte économique contraint. Donc en fait, finalement, la Chine a bien résisté, mais le reste de l'Asie un peu moins bien.
Et les régions de la vente Amérique enregistrent une légère décroissance, donc dans la partie cognac. Base de comparaison élevée aux États-Unis, voilà. Et un effet de phasage défavorable au Canada, puisqu'en fait, au T4 de l'année dernière, en fait, ils avaient enregistré une croissance à deux chiffres aux États-Unis. Donc là, ils sont pénalisés par un effet de base plutôt élevé. Et toutefois, la tendance sous-jacente est encourageante. Donc la variation des déplétions en volume affiche une nouvelle amélioration séquentielle par rapport au trimestre précédent, traduisant les premiers résultats des actions engagées pour revitaliser Rémi Martin Vesop, donc c'est la bouteille que j'ai mis en haut à droite, ainsi que la bonne performance du segment haut de gamme, notamment Rémi Martin XO. Et enfin, la région EMEA, donc Europe-Moyen-Orient, enregistre un second trimestre consécutif de croissance soutenu par l'Europe et le travail retail. Donc ça, c'est plutôt bon. Donc comme on voit en haut, le cognac donc, fait plus 15,5% en organique et seulement donc, plus 7,5% en publié. Voilà. Pour la partie liquide et spiritueux, donc c'est 37% du CA de l'année. Donc quasi stable à moins 0,1 en organique. Et quand on regarde en publié, elle fait moins 6,7%. Donc voilà, pénalise bien aussi par les effets de change. Donc la région Amérique enregistre une nouvelle progression de vente malgré une base de comparaison élevée. Cette performance s'explique par les bonnes performances de Cointreau, The Botanist, donc qui est la bouteille que j'ai mis en haut à droite, et puis cette autre bouteille dont je ne saurais pas prononcer le nom, qui surperforment leurs catégories respectives cette année et au quatrième trimestre, donc c'est bien. Les ventes de la région EMEA, donc Europe-Moyen-Orient, ont reculé, traduisant principalement un effet de phasage défavorable dans le sillage du rebond marqué des expéditions trimestre précédent. Et puis dans la région APAC, donc ce qu'ils nous disent dans la région EMEA, par contre, c'est qu'en gros, au trimestre précédent, ils avaient eu un bond des ventes, et donc là, ça crée du coup un recul. Et enfin, dans la région APAC, forte progression des ventes tirées par la Chine et le Japon, qui bénéficient notamment d'un bon momentum pour les marques Brendalish, Bruichladdich et Cointreau. Et puis marque partenaire, donc c'est vraiment 2% du CA, donc c'est très peu. Et donc là, il n'y a pas forcément de commentaires, juste ça a baissé de manière organique de 6,1% et en publié de 6,8%. Donc le total, on en retrouve bien donc une croissance en organique sur le quatrième trimestre de plus 8,9% et en publié de plus 1,6%. Donc ça reste une croissance malgré le fait que donc, la base de comparaison reste quand même assez simple puisque ça fait quand même 2 années que Rémi Cointreau entame une baisse de ses ventes. Voilà. Non, mais ça reste quand même solide. Ça peut signifier un potentiel rebond de l'activité. Donc sur l'année complète, donc Rémi Cointreau a réalisé un chiffre d'affaires de 935 millions d'euros en 2025-2026, en progression donc, de 0,2% en organique donc, par rapport à 2024-2025. Et on le voit, donc ils ont mis aussi 2019-2020, donc la période avant Covid, où donc le chiffre d'affaires est de moins 4,6%. Donc c'est-à-dire qu'en fait le chiffre d'affaires de cette année-là est plus faible que celui de 2019. Donc on remonte quand même à 6 ans avant. Donc voilà, donc on voit carrément sur 6 ans, le chiffre d'affaires, il est quasi nul, quoi. Il y a eu un gros momentum, comme on le verra après, et puis là, une baisse vraiment très rapide. Donc en variation organique, donc plus 0,2 par rapport à 2024-2025, mais moins 5% publié, donc vraiment, euh, elle se fait vraiment avoir par un effet de change défavorable de 5,2%, principalement lié à l'évolution du dollar et du renminbi. Donc c'est donc la monnaie chinoise et puis la monnaie américaine. Donc en 2025-2026, donc là c'est plus donc voilà, le point de vue de l'année, la région Amérique affiche une progression organique de 7,2%, reflétant une base de comparaison très favorable ainsi qu'une nette amélioration séquentielle de la variation des déplétions par rapport à l'an passé, traduisant les premiers résultats des actions engagées pour revitaliser Rémi Martin Vesop et la bonne résistance de la division liqueurs et spiritueux. Et dans la région APAC, on enregistre un recul de moins 4,3% en organique, notamment pénalisé en Chine par des conditions de marché complexes et les perturbations du travail retail au premier semestre. Dans cet environnement, Rémi Martin fait preuve toutefois d'une bonne résilience et continue de gagner des parts de marché. Ça, c'est bien. Donc, vous avez eu un premier semestre plutôt difficile. Et donc, sur le deuxième semestre, il y a eu une amélioration. Et enfin, la région EMEA enregistre une baisse organique de moins 3,1%, affectée par la division cognac en proie à une forte pression concurrentielle dans un contexte de consommation relativement atone.
Donc voilà, on voit que par rapport à 2024-2025, la division cognac en organique fait moins 0,5%. Et puis en publié, elle fait moins 6,2%. Alors qu'au T4, c'était vraiment la locomotive. Euh, la liqueur et spiritueux fait plus 2,8% en organique et moins 1,8% en publié. Donc sur le T4, c'était moins bon. Et enfin, donc le marque partenaire qui fait moins 22,4%. Après, ça reste une petite division. Voilà. Donc au total, on est sur du plus 0,2 en organique et du moins 5 en publié. Et puis on voit aussi par rapport à 2019-2020 quelle division a bien monté et bien baissé. Donc le cognac est à moins 18 par rapport à 2019 en organique. Le liqueur spiritueux donc a bien augmenté et à plus 37. Et marque partenaire a bien baissé aussi qui est à moins 41%. Donc on voit que le cognac qui est la plus grosse division eh ben, est bien en dessous par rapport à 2019. Donc c'est cette division qui va devoir renouer avec la croissance dans les années à venir. On l'espère. Donc les perspectives pour la fin de l'année, donc objectif 2025-2026 confirmé. Donc comme ils avaient annoncé au cours de l'année qu'ils feraient une croissance organique du CA comprise entre 0 et moins 5, donc ils ont fait plus 0,2%, 0,2%, donc c'est légèrement mieux que ça, la fourchette haute. En parallèle, le groupe entend favoriser la reprise en maintenant des investissements soutenus en Chine et aux États-Unis. Dans ce contexte, donc, le groupe prévoit une baisse organique du ROC entre moins 10 et moins 15%. Et dans un environnement particulièrement volatile sur la base de ses estimations à date, le groupe prévoit pour l'année un effet défavorable de ses devises, donc sur le chiffre d'affaires entre moins 50 et moins 60 millions, dont 60% au second semestre, et sur le ROC, donc entre moins 25 et moins 30 millions, dont un tiers au second semestre. Euh, voilà. Donc c'est ce qui a été le cas. Donc la performance sur 5 ans, donc j'ai pris donc 3 groupes. Donc le groupe Rémi Cointreau, Pernod Ricard, donc, qui est le numéro 2 mondial et puis qui est aussi le plus grand acteur français dans le domaine des spiritueux. Puis j'ai pris Diageo, donc le numéro 1 mondial, donc qui est devant Pernod Ricard. Et donc si on voit ces trois acteurs, donc on voit que Diageo résiste le mieux, donc le numéro 1 fait moins 54% sur 5 ans, Pernod Ricard moins 63% et puis Rémi Cointreau moins 76%. Et depuis les plus hauts, donc si on prend son plus haut à 215 euros de Rémi Cointreau, elle fait moins 82%. Et donc on verra si cette baisse est plutôt justifiée ou pas, juste dans la suite, puisqu'en fait, Rémi Cointreau, donc comme on le voit en bas, elle a fait par rapport à son année record qui est 2023, où elle faisait 1,5 milliard de chiffre d'affaires et avait un bénéfice net par action de 5,79. Et donc là, maintenant, elle a fait plus que 935 millions de chiffre d'affaires en 2025-26. Donc ça fait une baisse de 40% de CA depuis son année record en 2023 et puis une baisse de 72% de son bénéfice net par action. Parce que maintenant son bénéfice net par action, alors il est estimé pour l'année en cours, donc 2025-2026, à 1,65. Donc à une baisse, en 2024-25, il était à 2,30. Donc ça il continuera de baisser puisqu'on a vu que le ROC baisserait de moins 10 à moins 15%. Donc ils estiment que Zone Bourse, le résultat net baisserait d'environ moins 20 à moins 25%. Voilà, donc en fait, on voit que moins 72% du BPA par rapport à l'année record, ça reste en lien avec la baisse depuis les plus hauts historiques à moins 82%. Donc en fait, là, on voit que la baisse est assez liée à la baisse du BPA. Donc la baisse du cours de bourse est un peu plus forte que la baisse du BPA, mais ça reste dans la même ordre de grandeur. Donc on voit que là, la baisse de Rémi Cointreau depuis 3 ans, elle est justifiée, puisqu'en fait, finalement, le résultat net est bien amoindri. Voilà, donc ici j'ai fait un petit tableau de valorisation donc avec 3 scénarios, pessimiste, neutre et optimiste. Donc au cours actuel, donc on est à 39 euros. Le PER, il est de 24. Donc là, j'ai mis 24 par rapport à l'année qui va se clôturer, donc 25-26, où l'hypothèse de zone bourse est de 1,65 euros. Et le PER moyen de l'année, PER moyen sur 10 ans, il est donc de 28. Voilà. Donc on se négocie un petit peu en dessous les PER actuels, mais voilà, donc ça reste quand même un PER assez cher, surtout maintenant pour le niveau de croissance qui est attendu. Puisqu'en fait, quand on regarde sur les 10 dernières années, donc forcément, on a connu une baisse de 40% du CA, mais si on fait un taux de croissance annualisé du chiffre d'affaires sur 10 ans,
bah maintenant on est à 0,2%. Donc c'est-à-dire qu'en fait le chiffre d'affaires de 2015, il est identique au chiffre d'affaires de 2025. Et le taux de croissance annualisé du bénéfice net par action, il est de 2%, donc ça reste très très faible. Alors c'est sûr, parce qu'en fait, Rémi Cointreau a connu une énorme baisse, donc c'est sûr, si on se mettait par rapport à 2023, le taux de croissance annualisé du CA et du BNPA, il serait bien plus élevé, mais voilà. Et donc les prévisions de croissance du CA selon Zone Bourse, c'est 4% pour l'année suivante, et puis 5% pour l'année dans 2 ans. Voilà, donc ça peut donner un ordre de grandeur sur le consensus des analystes. Tu sais, j'ai pris 3 PER, 20, 22, 25. Parce qu'en fait, Rémi Cointreau est quand même positionné sur le segment haut de gamme, voire luxe, du cognac, avec notamment sa bouteille Louis XIII. Et donc elle est un peu plus nichée que Pernod Ricard, puisqu'elle est essentiellement dans le cognac, alors que Pernod Ricard est plus diversifié, mais elle a plus de marques dans le luxe, donc j'ai mis un PER plus élevé que Pernod Ricard. Donc la croissance estimée du BNA, j'ai pris 2, 4 et 6%. 2% parce que c'est le taux de croissance annualisé du BPA sur 10 ans. 4%, c'est un peu ce qui est attendu par les prévisions des analystes du chiffre d'affaires. Et puis 6%, du coup, ça serait donc optimiste, donc ce serait un peu au-delà de la fourchette des analystes. Ce qui donnerait un BNA donc pour le scénario pessimiste de 1,82, on multiplie par 20, ça fait 36 euros l'action, donc on serait un rendement négatif. Donc là, c'est vraiment pessimiste. Il y aurait donc vraiment pas vraiment de vrai retour à la croissance, et on resterait sur vraiment une croissance atone. Et puis, euh, et puis donc il y aurait un petit dérating de l'entreprise puisqu'il y a toujours ce scénario où la génération Gen Z ne boit plus, et puis aussi bah, toujours la Chine qui privilégie donc ses boissons locales, et puis en délaissant Rémi Cointreau, et surtout avec les droits de douane, où du coup les bouteilles de Rémi apparaissent beaucoup plus chères, et donc les clients finaux se tournent vers des bouteilles donc locales. Et pareil aux États-Unis où il y a des droits de douane, donc ça pénalise la demande. Ensuite, neutre, donc ce serait un PER de 22 avec une croissance de 4%, donc ça serait un BNA en 2030 de 2 euros. Et donc on ferait donc 2 fois 22, donc 44 euros. Donc ce serait un rendement de 2% par an, 2% par an, donc c'est pas non plus énorme. Et PER de 25, donc là il y a une vraie reprise de la croissance avec 6%. Ça ferait un BNA de 2,20. On multiplie par 25, ça fait 55 euros l'action, ça fait 8% par an. Donc il faudrait plutôt tabler sur le scénario optimiste, donc avec un léger rating et un vrai retour à la croissance du BNA. Mais on voit que le BNA en 2030, donc dans 5 ans, il serait égal à 2,20. En sachant que l'année record pour Rémi Cointreau, c'était un BNA de 5,79 euros. Donc on voit que j'étais quand même très conservateur sur le retour des marges et la croissance, puisque finalement, vu qu'elle a fait quand même moins 72% de BPA, on peut espérer que le rebond soit quand même assez brusque aussi. Mais j'ai préféré être plutôt conservateur pour voir un peu si l'action est chère ou pas, et comment peut-on pricer la croissance vis-à-vis du prix actuel. Voilà, donc on voit quand même que Rémi Cointreau reste cher, c'est pas non plus l'opportunité du siècle puisqu'elle a un PER de 24, et qu'il faudrait vraiment un bon rebond de la croissance pour qu'elle soit intéressante, et que si le marché reste à tonne pendant encore quelques années, bah, au cours actuel, Rémi Cointreau, c'est pas non plus du donné. Et je trouve que Pernod Ricard est bien moins cher, et donc je trouve que Pernod Ricard peut être un peu plus intéressante au prix actuel, puisque le PER est 2 fois moins cher, et elle a aussi bien moins baissé que Rémi Cointreau aussi en termes de chiffre d'affaires et de bénéfice net par action. Donc forcément, peut-être que le rebond va moins être puissant, mais du coup, elle est plus diversifiée, donc ça peut être un peu plus tranquille comme scénario. Donc pour conclure, Rémi Cointreau, donc le T4, on a vu une accélération de la croissance en organique avec plus 8,9%, où elle termine avec l'année donc à plus 0,2% en haut de sa fourchette. Les prévisions sont quand même confirmées, donc avec une baisse des marges, parce que le ROC serait à moins 10,15%. Et ils ne nous ont pas donné de guidance pour l'année suivante. On peut espérer, donc selon Zone Bourse, un rebond du chiffre d'affaires, et on espérera aussi donc un rebond du bénéfice net par action, puisqu'on espère un retour avec des marges plus élevées. Et puis à voir du coup
ce que nous dit le management. Donc on va suivre ça de plus près donc, pour les prochains trimestres. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Equasens où j'ai fait aussi l'analyse du premier trimestre de l'année. Voilà. Et puis j'ai également fait ma vidéo portefeuille boursier du mois d'avril. N'hésitez pas à aller la voir pour voir mes différents arbitrages, positions et puis ma plus ou moins value sur le mois et sur l'année qui est en cours. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine.